Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Comment puis-je m'estimer, être confiante sans devenir orgueilleuse ? Bienvenue dans l'épisode 112 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, on va se pencher sur les raisons pour lesquelles tu confonds, parce que le problème il est là, la fierté et l'orgueil. Avant de continuer, je voudrais te rappeler le challenge 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe qui commence ce mardi 24 septembre et qui est réservé aux femmes. Je t'invite à prendre ta place offerte sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. C'est la première fois que le challenge aura lieu sur le site mapsyenlignechaismoi.fr et non plus sur les réseaux sociaux. Donc, je vous attends nombreuses dès mardi pour commencer ce challenge où on va sérieusement travailler sur vos croyances limitantes, vos autosabotages et tout le tralala qui vous empêche d'être plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Mais on va d'abord aujourd'hui dans ce podcast numéro 112 parler de ces raisons-là. En fait, comment il m'est venu comment elle m'est venue cette idée de podcast ? C'est suite à un accompagnement que j'ai fait avec une jeune femme. Et du coup, je me suis dit, mais quand on a mis le doigt sur le vrai problème qu'elle rencontrait au cours du coaching, où je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui peut servir à d'autres. Il faut absolument que je fasse un podcast là-dessus. Et si toi, tu ressembles en fait à ces femmes que j'accompagne, il y a de grandes chances que tu aies déjà ressenti cette peur de plus ou moins consciente. Souvent, il faut gratter pour la trouver, celle-ci, en mode, tiens, si j'éprouve trop de fierté, est-ce que je vais devenir orgueilleuse ? Et cette question, elle revient souvent. Et pourtant, fierté et orgueil ne sont pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question à la femme avec qui j'avais ce coaching, je lui ai dit, mais quelle différence tu fais entre la fierté et l'orgueil ? Une fois que j'ai capté que le problème était là, elle m'a dit, je ne sais pas. Mais pourquoi, du coup, on peut avoir du mal à faire la différence entre les deux ? Pourquoi, quand on commence à se sentir avancé, à se sentir bien dans sa peau, on a cette petite voix intérieure qui vient nous dire « comme elle me l'avait dit d'ailleurs, arrête de prendre la confiance. » Elle me l'avait dit à propos d'elle-même, c'est ce qu'elle se disait à elle. Donc t'inquiète pas, vraiment, tu n'es pas la seule. Et dans ce podcast, on va démêler un petit peu tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, quand on a grandi dans un environnement où la fierté était mal perçue, ça bloque. Et souvent, c'est inconscient. C'est tellement engrammé, la disquette, elle est tellement bien clipsée qu'on a du mal. C'est tellement naturel, tellement familier, en fait. La manière dont on a éduqué joue un rôle énorme dans cette manière dont on perçoit la fierté. Et si dans ton entourage, être fier de soi, c'était vu comme de l'arrogance, c'est normal que tu aies du mal à trouver l'équilibre aujourd'hui. Je peux te parler aussi d'une femme qui avait, elle me racontait l'histoire, elle me racontait plutôt qu'elle avait un beau-frère qui venait d'un milieu super modeste, qui était immigré en France et qu'il avait vraiment bossé super dur et il avait réussi à améliorer sa situation de vie d'un point de vue matériel, à construire une vie de famille, etc. Et du coup, au lieu de le féliciter, la belle-mère, elle était toujours en mode oui, mais celui-là, il est trop sûr de lui, il se la raconte trop. Et donc, du coup, ma patiente qui était une adolescente et une jeune femme qui voyait ça, elle avait intégré en fait l'idée que entre guillemets, montrer sa réussite, même si elle était légitime, c'était être orgueilleux en fait. Et le résultat, c'est que
elle-même, pour éviter les foudres de sa mère, elle a passé des années à minimiser ses propres réussites, à avoir même peur de paraître fière ou même satisfaite de ce qu'elle faisait. Et cette confusion du coup entre fierté et orgueil, ça venait simplement du fait que dans sa famille, on avait appris que on lui avait engrammé l'idée que se réjouir de ses efforts, eh bien, c'était mal vu. Et ce que tu dois retenir ici, c'est que la fierté, c'est une reconnaissance saine de tes efforts et de tes réussites. L'orgueil de l'autre côté, c'est croire que tu es meilleur que les autres. Elle est là la différence. Quand tu es fier, voilà, tu reconnais, tu te compares à personne, tu n'es pas en train de rabaisser les autres, etc. Tandis que dans l'orgueil, cette idée que moi je suis mieux que les autres. Et la différence, elle est vraiment de taille. Et elle n'est pas forcément évidente à faire quand justement on a grandi dans un environnement qui ne valorise pas, qui ne met pas en avant, qui ne reconnaît pas la fierté personnelle. Et puis, une autre raison pour laquelle souvent on a du mal à faire la différence entre la fierté et l'orgueil, c'est qu'on a peur du regard des autres. Combien de fois tu peux t'être empêché de partager une bonne nouvelle, de parler d'un projet qui est réussi par peur d'être jugé? On a souvent cette peur que trop en faire, c'est perçu comme être arrogante, comme prendre la confiance, comme se la péter, comme se la raconter. Et du coup, on finit par sous-estimer nos propres capacités, certes, et minimiser nos succès, certes, à l'extérieur, mais en nous-mêmes aussi. La peur du jugement des autres, elle peut vite créer une espèce de confusion entre la fierté et l'orgueil. Quand tu te dis « Ah attends, si je suis fière, on va penser que je me crois meilleure, que je suis arrogante, etc. » Tu laisses aussi, et vous voyez, c'est très lié avec le premier point, le regard des autres prendre le contrôle de ta perception. Et ce qui aurait dû être une belle reconnaissance de ton travail, ça se transforme en de la culpabilité, parce que tu as fait quelque chose de bien. Vous voyez, comme je dis toujours, le shaitan, le diable, il s'y prend toujours de toutes les manières possibles pour te faire la misère. Le rappel important ici, c'est que être fier de soi, c'est un acte de bienveillance, de reconnaissance, c'est pas de l'orgueil. Tant que tu cherches pas à écraser les autres, à prouver ta supériorité. Et puis, il y a aussi cette espèce de culture, la culture on pourrait l'appeler la culture du « je n'ai pas de mérite ». Et dans certaine culture, au sens culturel, mais aussi au sens de la culture familiale, le mérite, c'est souvent associé à de la souffrance. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose et que ça a été facile, t'as pas souffert, voire même tu t'es éclaté, en d'autres termes, ça n'a pas été difficile. Si tu n'as pas galéré, ça ne vaut rien. Et du coup, c'est des situations où tu as probablement entendu des phrases comme « Ah, ça va, c'est pas si compliqué, il n'y a pas de quoi être fier, c'est complètement normal ». Et ce genre de discours, ça peut te faire croire que pour être légitimement fier de toi, il faut que tu sois passé par la douleur. Et là, j'en parlais aussi avec une femme que j'accompagne. Et donc, elle me dit, ouais, j'ai pas de mérite. On me dit toujours, ouais, t'as accouché sans péridurale. Mais bon, j'ai pas de mérite parce que de toute façon, je suis une femme qui ressent moins la douleur que les autres personnes. Elle a vraiment une caractéristique génétique où elle sent moins la douleur que les autres. Elle me dit, ouais, bon, les contractions, on sent un peu, on prend 30 secondes, ça va. Je lui dis, ah, ok, d'accord. T'as accouché sans péridurale? Elle me dit oui. Je lui dis, tu l'as senti le bébé passer? Elle me dit, ah ouais, là, franchement, la poussée, quand même, ça fait mal. Ah oui, non seulement, il fallait vraiment qu'elle souffre. Enfin, oui, elle avait pas assez souffert, quoi. Carrément, là, c'est, ah, j'ai souffert pendant la poussée, ok, bon, mais c'est pas trop dur pendant les contractions, mais il faut quand même, t'as souffert. Vous voyez, c'est que là, il fallait carrément qu'elle souffre du début à la fin pour reconnaître vraiment que, elle avait du mérite, si je peux dire ça comme ça. Et le message ici à retenir, c'est que la fierté ne devrait pas être liée juste à la difficulté. Tu peux être fier d'un succès. Elle me disait aussi, oui, bon, elle a fait une formation dans les métiers du social. Et donc, elle me dit, oui, bon, je l'ai eu, franchement, je dormais en cours, j'écoutais que d'une oreille. Je lui dis, ah ouais, comment ça se fait que tu dormais en cours? Elle me dit, j'étais enceinte au moment-là, j'étais super crevée, du coup, je m'endormais en cours. Je lui dis, mais comment tu faisais pour retenir les infos? Elle me dit, quand c'était l'heure de la pause, je discutais avec mes camarades de classe, puis elle me racontait et tout, puis il y a des trucs qui m'ont interpellée, j'ai retenu. Je lui dis, ah, t'es en train de me dire que t'as pas de mérite d'avoir suivi une formation pendant 2 ans, alors que, enfin 2 ans, l'année
parce que c'est sur 2 ans, mais l'année où tu es en cours ou que tu étais enceinte et super fatiguée, tu n'as pas de mérite. Enfin, vous voyez, c'est cette tendance à toujours vouloir venir chercher des preuves dans le réel où il n'y a pas de mérite. Alors, et encore une fois, la fierté ne devrait pas être liée à la difficulté. Tu peux même être fier d'un succès, même si il t'a semblé plus facile que les autres. La difficulté ne définit pas la valeur de ce que tu accomplis. Il y a des choses qui sont faciles, n'en est-il pas moins que si tu les as réalisées, eh bien, elles sont là. Et je vais du coup faire la transition sur l'autre raison qui fait que souvent on a du mal à développer cette fierté. En fait, pourquoi on a du mal à, à s'estimer, à être confiante, parce qu'on a peur de devenir orgueilleuse, eh bien, c'est parce qu'on a du mal à accepter ses réussites. Si tu as tendance à dire bah, je ne mérite pas tout ça, tu risques de confondre la fierté et l'orgueil. Quand on ne s'autorise pas à reconnaître ses réussites, on finit par penser que toutes les formes de satisfaction personnelle, c'est de l'égocentrisme. D'accord ? J'avais une patiente qui s'était lancée dans un projet entrepreneurial et tout le monde autour d'elle la félicitait. Mais elle n'arrivait pas à accepter ses compliments parce qu'elle se disait, alors encore c'est un truc qu'il faut aller encore chercher, gratter, etc. Elle se disait que si elle commençait à croire qu'elle était douée, eh bien elle finirait par se reposer sur ses lauriers parce qu'à ce moment-là, elle était dans une disposition d'orgueil. Et en réalité, c'est juste qu'elle n'a pas appris à s'estimer. Elle confondait simplement le fait de se reconnaître du mérite avec l'idée, encore une fois, d'être arrogante, liée à cette idée de « je ne mérite pas tout ça ». Apprendre à s'accepter, c'est vraiment reconnaître qu'on a des qualités, qu'on est capable de réussir. Alors que l'orgueil, c'est penser que nos qualités nous rendent supérieurs aux autres. La nuance, elle est importante et une saine estime de soi n'a rien à voir avec de l'orgueil. D'ailleurs, on voit que les personnes qui ont de l'orgueil, généralement, ont une estime personnelle complètement déréglée. Et il y a un autre point qui revient souvent, c'est cette crainte de tomber dans l'autosuffisance. Cette peur de se dire « ouais, j'ai besoin de personne ». Et je finis avec l'idée derrière de se dire je vais finir par oublier les autres, mais surtout, je vais être ingrate vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de mon Seigneur, ou de Dieu. Si tu te dis que tu commences à être trop fier de toi et que tu fais l'association d'idées de « ok, si je suis fier de moi, si j'ai une certaine autonomie, je vais arrêter de demander de l'aide à Allah, à Dieu, je vais arrêter d'invoquer, je vais me croire invisible, je vais complètement zapper d'avoir cette humilité. Mais encore une fois, être fier de soi, ça ne veut pas dire que tu dois oublier les autres, que tu vas oublier les bienfaits que Allah t'a donné, que Dieu t'a donné. Tu peux être fier de ce que tu fais tout en reconnaissant que sans le soutien, l'aide des autres, mais surtout d'Allah, parce que c'est tout par la permission d'Allah dans le décret, la miséricorde divine, autrement dit, on n'aurait pas ce qu'on réussit à accomplir. Et le rappel ici, c'est que la gratitude et la fierté vont de pair. Rappelle-toi que quand tes réussites, en fait, ce que tu arrives à accomplir, ce n'est que par la permission d'Allah, ce ne sont que des bénédictions. Et c'est là que de dire Alhamdulillah, Dieu merci, ça prend tout son sens. Parce que c'est pas de se dire qu'on réussit à accomplir des choses parce qu'on est trop mortel, etc. et tout. Non, on réussit à accomplir des choses parce que Allah nous l'a permis. Et c'est là quelle est l'humilité en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va couper avec ce sentiment de reconnaissance et de satisfaction. Parce que c'est quand tu vas ressentir la satisfaction, l'émotion de la satisfaction, que tu vas être dans cette reconnaissance. C'est une reconnaissance aussi de tes efforts qui t'ont été permis, mais aussi de l'aide que tu as reçue, que ce soit des créatures par la permission d'Allah, mais que ce soit comme une miséricorde, c'est un bienfait en fait. Et comment tu vas faire la différence, autrement, encore une fois, entre la fierté et l'orgueil au quotidien, c'est quand tu vas prendre conscience, quand tu vas connecter avec la satisfaction. Comment tu vas être satisfaite? C'est quand tu vas conscientiser tes réussites. Quand tu vas être fier, tu vas t'autoriser à être fier de ce que tu accomplis. Et ça, c'est essentiel pour avancer, pour guérir, même si tu es en train de travailler sur des autosabotages, des blessures, des traumatismes. Il faut vraiment laisser de côté cette idée que la fierté, c'est égal à l'arrogance. On aime bien pour manipuler les gens, dès qu'ils sont un petit peu fiers, quand on a de la jalousie, de « ah, elle est arrogante, machin, nanana ». Mais réellement, tant que tu ne te compares pas aux autres pour te sentir supérieur, tu es sur la bonne voie, d'accord ?
encore une fois, en connectant cette fierté, cette satisfaction, en la remettant en mode « Ok, ça j'ai réussi à le faire, je suis satisfaite, je suis fière par la permission d'Allah, puisque Dieu il me l'a accordé », eh bien c'est là que tu rebascules sur la gratitude. Ça te permet de rester ancré, d'éviter justement de basculer dans l'arrogance, dans une autosuffisance en mode arrogance. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'autoriser à reconnaître ce que tu arrives à accomplir. Non, ça va te permettre justement de remercier Allah, de dire Alhamdulillah, de dire Dieu merci pour ce que tu as accompli comme en tant qu'acte d'humilité justement, en te réjouissant, en te sentant satisfaite de ce que tu arrives à accomplir, même si c'est le fait de pouvoir te soigner en fait. La fierté est saine, elle est nécessaire, elle permet de reconnaître tes forces, tes efforts, tes réussites sans te comparer ou mépriser les autres. Alors que l'orgueil, c'est l'exagération. C'est même pas l'exagération de la fierté, c'est le détournement. C'est ce qui te fait oublier d'où tu viens, qui t'a aidé, qui t'a soutenu. C'est ça qui te pousse à croire que tu es meilleur que tout le monde et de toute façon tu y arrives, etc. et pas les autres. Alors que quand tu apprends à t'estimer avec de la justesse, avec équilibre, à reconnaître ta valeur et surtout à ne pas confondre cette représentation que tu as de ce que tu es capable de faire ou pas avec de l'arrogance. Si tu as du mal justement à trouver cet équilibre, c'est le moment de rejoindre le challenge. Dans le challenge, 3 jours pour apprendre à se traiter en première classe, on va voir tout ce qui crée justement ces auto-sabotages. Parce que tout ce que je viens de vous parler aujourd'hui, c'est tant d'exemples d'auto-sabotage. Le premier jour du challenge, on va voir ensemble les clés justement pour arrêter de s'auto-saboter. Parce que tu peux te dire « ouais, je vais arrêter », mais si tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants des auto-sabotages, puisqu'il y a plusieurs types, ça va être vain. Et il faut que tu vas comprendre, notamment dans le jour 2, on va parler du syndrome de la femme forte. Et tu vas voir comment c'est subtil, comment ça peut être inconscient, comment souvent c'est tellement engravé qu'on ne s'en rend même plus compte. Et dans le 3e jour, on va voir comment rester fier de soi et garder la tête hors de l'eau quand on a été à bout. Alors, si tu as déjà participé à une ancienne version du challenge, déjà tu vas voir que j'aime à rajouter des petites touches entre les différentes sessions de challenge et surtout, il y a énormément de participantes qui refont le challenge parce que tu dois remarquer qu'il y a 1 an, tu n'es plus la même personne qu'il y a 6 mois. On change en fait, on change, on évolue, on passe des phases différentes de notre vie et ces mises à jour-là, elles sont importantes de se faire. Et je suis c'est pour ça que autant que faire se peut, j'ai à cœur de vous proposer cet événement totalement offert qui est sponsorisé par ma Psycampus. C'est un aperçu du type de coaching, du type de résultats, de questionnement, d'introspection, de coaching émotionnel que vous pouvez toucher du bout du doigt de ce qu'on fait au sein de ma Psycampus. Et bien sûr, pour celles qui participent au challenge, je ferai une offre limitée, spéciale pour rejoindre ma Psycampus. Tu n'es pas obligé de rejoindre ma Psycampus, tu peux prendre ta place offerte au sein du challenge et on sera ravis de passer ce moment-là avec toi avec la team mapsyenlignechaismoi.fr. Et je voulais te dire aussi que cette année, on n'organise plus le challenge sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à nous dire « oui, mais moi, j'ai pas telle plateforme, etc. » Et nous, on est pour être le plus indépendante possible de certains, groupes. Voilà. Du coup, cette année, le challenge en avant-première aura lieu sur mapsyenlignechaismoi.fr. Tu ne veux pas rater ça. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Et je te dis à mardi, mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Tu recevras les liens de cet événement réservé aux femmes par mail. Et je te souhaite un très bon week-end et je te dis à bientôt. Bye bye. D'ailleurs, mets-moi un petit commentaire pour me dire que tu es arrivé jusqu'à là. Si tu es arrivé à ce stade du podcast, je suis un peu joueuse aujourd'hui, mets-moi en commentaire une petite tasse de thé ou une petite tasse de café. Comme ça, on commence à se mettre dans l'ambiance, se traiter en première classe. À bientôt, bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe,
je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.